Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Comment faire de ChatGPT un tuteur de rêve pour les enfants et éviter qu'il ne les abrutisse ». Je suis Raphaël Richard de la 24EPM Academy, une plateforme d'e-learning sur laquelle nous avons mis à disposition des entreprises des centaines d'heures de cours sur le marketing digital, sur l'intelligence artificielle, la création de sites, donc un petit peu les clés du digital pour les professionnels. Et cette vidéo s'adresse aux enseignants et s'inscrit dans le cadre d'un parcours que nous avons intitulé « Comprendre l'IA et ce qu'elle peut apporter au monde de l'éducation » que j'ai créé suite à des discussions que j'ai eues avec des enseignants qui sont un peu, pour la majorité d'entre eux, pas tous, un peu à la peine derrière l'intelligence, enfin sur les sujets qui concernent l'intelligence artificielle, qui ont du mal à comprendre exactement où ce sujet-là commence, où il se termine. Et l'idée, c'est de les aider en fait de façon très concrète, sans survendre ce que ces outils autour de l'intelligence peuvent apporter et en mettant le doigt sur les points un petit peu sensibles, si vous voyez ce que je veux dire, donc en ayant un discours le plus équilibré possible, néanmoins enthousiaste, pour aider à faire avancer le débat, les techniques et diffuser les savoir-faire. Ce webinaire, vous l'avez compris, cette vidéo vise à vous expliquer en vous donnant les exemples le plus concrets possible, mais en vous donnant aussi des éléments de réflexion transversaux, à vous faire toucher du doigt les multiples façons d'utiliser ChatGPT et puis l'IA en général dans le cadre d'un processus d'apprentissage. Alors je repars souvent par des choses basiques. Je vais vous donner des exemples très concrets que nous avons d'usage de ChatGPT que nous avons dans le cadre de la petite cellule familiale. Les enfants peuvent poser des questions aussi bêtes que comment joue-t-on aux cartes Pokémon? On avait récupéré un jeu de cartes Pokémon, on souhaitait y jouer, on n'avait pas trop les règles en tête, et que se passe-t-il? On a posé la question à ChatGPT, comment joue-t-on aux cartes Pokémon, et il nous a donné un mode d'emploi basique. Sauf qu'il y avait un petit point qui était formulé de façon un peu alambiquée et qu'on avait du mal à comprendre. Si vous avez une carte d'évolution correspondant à un Pokémon sur votre banc, vous pouvez évoluer ce Pokémon en le plaçant sur le Pokémon de base correspondant. Alors je vous ai vu que ça c'était très mystérieux. Donc qu'est-ce que je lui ai demandé? Explique ceci, explique ce que tu as à dire. Voilà. On a le droit de lui demander des précisions sur ce qu'il a partagé avec nous. Et puis moi j'ai deux garçons qui ont entre 6 et 9 ans et qui se posent plein de questions sur la façon dont on fabrique les trucs, dont on fabrique les maisons. Alors il y a plein de tutos de vidéos sur YouTube qui expliquent ça, dont on fabrique les voitures, et puis des choses un peu plus compliquées comme, je ne sais pas, des fusées. Et là par exemple, ils suivent toutes les émissions qui traitent de ces sujets-là. Puis après, il y a des choses plus spécifiques comme par exemple la fabrication d'une baignoire et d'une baignoire en acrylique. C'était plutôt pour moi, mais ça les intéressait aussi. Qui m'intriguait. Et voilà, ChatGPT, j'ai le droit de lui demander aussi les grandes étapes de la fabrication et ensuite de lui demander plus de détails. Étant très très écolo, alors écolo tolérant, pas donneur de leçons, j'ai sensibilisé en fait dès leur plus jeune âge mes enfants au problème de la pollution et notamment par le glyphosate. Vous savez, ce pesticide qui a la fâcheuse tendance, en dehors du fait d'éliminer les nuisibles qui empêchent les cultures dans nos campagnes françaises de se développer correctement, qui a la fâcheuse tendance en fait à tuer tout ce qui vit et qui fait moins de 2 cm de long. Et ma fille donc voit bien ce que c'est qui a 12 ans, voit bien ce qu'est le glyphosate, mais elle me pose une colle. Quand a été inventé le glyphosate? J'ai posé la question à ChatGPT parce que je me disais que sur Wikipédia ça devait se trouver, mais que ça me prendrait peut-être un peu de temps. Donc le glyphosate a été créé pour votre culture en 1950. Peut-il me dire comment on appelle un raisonnement déductif erroné? Je suis tombé sur un article dont le raisonnement me paraissait fallacieux, puis qui était je crois que c'était un article du Monde qui était très empreint d'idéologie. Donc je ne sais pas si vous comprenez, si vous avez en tête cette expression. Souvent certains universitaires sont victimes d'un biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est une erreur en fait de la pensée, une erreur de la pensée en fait qui consiste en fait à ignorer tout ce qui va
tous les éléments factuels qui vont aller contre une thèse qu'on cherche à vérifier, et d'à ne retenir que les éléments qui viennent nous conforter en fait dans l'idée que l'on a en tête. Et puis c'était un peu le cas qu'il y avait dans l'article, il y avait un raisonnement qui me paraissait assez discutable. Et je savais qu'il y avait en fait une expression en français précise pour désigner cela, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc j'ai posé la question à ChatGPT: peux-tu me dire comment on appelle un raisonnement déductif erroné? Que m'a-t-il dit? Ça s'appelle un syllogisme fallacieux. C'est exactement l'expression dont je ne me souvenais pas et que je cherchais. Alors, ChatGPT, là, j'ai essayé de vous donner en fait différents exemples très concrets. On va aborder les choses de façon plus structurée par la suite. ChatGPT, c'est un outil, et puis l'IA en général, enfin la nouvelle génération d'outils qui se base sur l'intelligence artificielle dite générative. Donc c'est ChatGPT ou les outils qui génèrent des images aujourd'hui. ChatGPT, c'est un outil qui vient se superposer à tous les autres outils qui nous permettent d'apprendre grâce à Internet. Donc ça peut être les tutos YouTube, plus ou moins longs, plus ou moins fiables, plus ou moins compliqués. Ça peut être des tutoriels écrits qu'on va trouver sur des sites web sérieux d'université ou de spécialistes d'un sujet, de passionnés qui vont partager avec nous leur savoir. On peut trouver aussi des éléments dans les MOOC, vous savez, les Massive Online Open Courses, donc les cours mis en ligne et qui sont censés être suivis par des milliers, parce que sinon ils ne seraient pas massifs, ou voire des dizaines de milliers d'étudiants, sauf que dans la réalité, la plupart des cours sont juste suivis, sont pas très pas très massifs. Peu importe, on s'en fiche. On peut trouver aussi des cours gratuits qui sont dispensés sur des sites web, par exemple par des sociétés qui ont telle spécialité et qui veulent démontrer qu'elles maîtrisent leur sujet et qui pour cela donnent des cours gratuits, partagent gratuitement une partie de leur savoir-faire. On peut trouver aussi la même chose mais en version payante. Le sujet là, dans le cadre de cette mise en perspective, n'est pas de savoir ce qui est gratuit et ce qui est payant, mais ce qui est disponible sur Internet. On a aussi des services de tutorat, la plupart du temps pour le coup payant, et enfin on a des forums d'entraide entre étudiants, entre passionnés d'un sujet. Et ChatGPT, c'est un autre outil en plus. Un autre outil en plus, mais qui peut revêtir un caractère structurant, puisque ce que l'on peut demander à ChatGPT, c'est de nous construire un cours sur un sujet, un cours complet, et le cas échéant même de nous construire un parcours complet. On verra ça plus tard dans cette vidéo. Ça fonctionne, tout ça, ça fonctionne à plusieurs conditions. Moi, j'ai été étonné, puisque je redoutais cela lorsque j'ai découvert Internet dans les années 95-96, et oui, moi je suis vieux, je me disais, mais avec le volume de connaissances, de savoir-faire auquel on a accès maintenant grâce à Internet, la prochaine génération, donc c'est celle qui a, 35 ans maintenant, moi je suis nettement plus vieux que ça, elle va me défoncer. Elle va être 10 fois plus sachante, elle va être 10 fois plus intelligente que moi, parce qu'elle va tout trouver sur Internet. Alors que moi, j'avais accès, lorsque je me formais, lorsque j'avais 17-18 ans, juste aux cours que l'on me dispensait au lycée, et puis aux livres que je pouvais trouver dans la bibliothèque du quartier. Là, on a 100 fois plus sur Internet. Sauf que vous n'êtes pas sans avoir remarqué que la génération qui m'a suivi, puis celles qui suivent encore après, n'ont pas plus de points de QI que la mienne, que la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies pour qu'on tire parti d'un outil qui affiche un gros potentiel éducatif. Premier élément, il faut être motivé. En gros, il faut avoir le goût d'apprendre et puis il faut se retrousser un peu les manches et y aller. Et puis donner de l'énergie un petit peu tous les jours pour aller jusqu'au bout. Si on veut aller jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un bout. Donc il faut être un minimum organisé parce qu'on trouve beaucoup de connaissances disparates sur Internet. Des fois, elles sont packagées à l'intérieur d'un cours structuré. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours des écoles d'enseignement supérieur, des universités, parce que là, on n'a pas juste le contenu pédagogique brut, on a tout ce qui va autour. Donc, il faut faire preuve d'un minimum d'organisation. Et puis enfin, il faut être capable d'avancer tout seul. Et moi, ce que je dis, c'est que ce que j'avais coutume de dire, c'était que heureusement, moi qui étais plutôt bon élève au lycée, on m'orientait vers les classes préparatoires, où là on a un encadrement ultra strict, parce que si on m'avait envoyé
vers l'université, où là il fallait faire preuve déjà à l'époque de beaucoup plus d'autonomie. Il est très probable que j'aurais toujours attendu le dernier moment, 8 jours avant les partiels, pour me motiver, et que j'ai probablement échoué. Et sur Internet, pour le coup, c'est encore 10 fois plus important en fait, cette capacité à avancer de façon autonome. Donc du coup, apprentissage sur Internet ou apprentissage avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, on va dire même combat, il faut au moins ces qualités-là. Alors du coup, ça renvoie aussi à un problème de maturité, hein, parce que pour développer ces capacités-là, en fait, ces traits de caractère-là, du coup, il faut souvent être un petit peu plus âgé. Alors pas 50 ans, évidemment, mais à 10 ans, c'est un petit peu difficile d'exiger ça des élèves. Il y en a qui sont déjà suffisamment mûrs pour ça, mais il y a ce sujet-là à traiter. Si on imagine que ChatGPT peut initier une sorte de révolution, un petit peu de l'auto-apprentissage, qui est déjà en mouvement, hein, cette révolution, puisqu'il y a tellement de contenu, comme j'y faisais référence tout à l'heure, qu'on peut apprendre tout seul en fait, un sujet et atteindre un bon niveau, en fait, sur beaucoup de matières, pas toutes. C'est encore plus important dans le domaine, si on s'intéresse à l'enseignement assisté par l'intelligence artificielle. Et ça, du coup, si on veut accompagner les élèves dans cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle, il faut aussi ne pas simplement s'arrêter aux aspects techniques, mais prendre en compte ces éléments-là. D'autant que ChatGPT et l'IA en général, ça peut être un redoutable piège à neurones, ça peut ramollir le cerveau et ça peut avoir exactement l'effet inverse de l'effet escompté. Concrètement, parce que je veux que vous vous sentiez concerné comme moi je me sens. Est-ce que vous vous souvenez d'une ère où Google Maps n'existait pas? Comment faisait-on quand on devait aller de Paris à Douarnenez? On achetait une carte, il fallait trouver l'endroit où il y avait la carte qui correspondait au parcours que l'on voulait faire pendant les vacances. On achetait éventuellement un atlas routier, peu importe, et puis ensuite, on essayait de créer un itinéraire optimisé en fonction de la circulation probable. Ah ouais, alors attends, la nationale avait le boucher, donc il faut peut-être que je passe par les itinéraires verts, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et maintenant, évidemment, donc on avait cette compétence-là. Quand on était conducteur, on développait cette compétence-là. Qui a encore cette compétence-là aujourd'hui? Même moi qui l'ai eu un jour. Puisque maintenant, on a Google Maps, ville de départ, point d'arrivée, adresse même d'arrivée, et hop, on y va. Et on n'a même plus besoin de faire ce que l'on faisait aussi à un moment donné, c'est s'arrêter sur le bord de la route et demander aux passants, est-ce qu'on est bien sur la bonne route là? Ah mais non, c'est à l'inverse. Et bien en fait, on a oublié ça. On ne sait plus demander aux gens, on ne sait plus souvent faire des itinéraires. Et moi, je n'ai aucune excuse puisque j'ai fait un mini tour du monde qui a commencé par une étape Paris-Bamako au Mali. J'ai traversé 4 pays africains et là j'avais un autre souci, c'est qu'outre le fait que les cartes n'étaient pas forcément très spécifiques, des fois elles étaient fausses, elles étaient obsolètes, et là il fallait vraiment que je complète l'itinéraire que j'avais imaginé avec des conseils que je prenais auprès des gens au cours de mes différentes étapes. Abstraction faite, des problèmes de danger, de qualité de la route qui pouvaient aller avec. Alors quand je parle de route, hein, évidemment entre Saint-Louis au Sénégal et Bamako au Mali, la route, ça ressemble plutôt à des pistes et des pistes défoncées qu'à des routes asphaltées. Et ben maintenant, j'ai beaucoup moins cette compétence-là. Pourquoi? Parce que je me suis laissé ramollir le cerveau par Google Maps. Et quand j'ai les yeux rivés sur l'écran, alors je vous dis ça parce que c'est en rapport avec ChatGPT, et puis je regarde l'écran, et je regarde la petite ligne bleue, et j'essaye de voir en fait où se trouve l'embranchement, si c'est la première rue à droite ou à gauche que je dois prendre, et souvent évidemment, parce que je ne regarde même plus les panneaux, comme un idiot que je suis, et ben je prends le mauvais embranchement. On a vite fait de se faire piéger par l'intelligence artificielle, et Google Maps, c'est une forme s'appuie sur plusieurs technos d'intelligence artificielle. Donc pour de nombreux enfants, ChatGPT, ce sera la solution de facilité qui leur évitera de réfléchir,
plus besoin de se souvenir des trucs, on peut les demander à ChatGPT et puis si on les oublie c'est pas grave, il nous redira. Plus besoin de réfléchir, puisque là il va le faire à notre place, il peut le faire à notre place. Plus besoin de rédiger, là, il va même faire nos exercices à notre place. Plus besoin de se concentrer, puisque de toute façon hop, on a l'intelligence à portée de main. Puis c'est lui qui va se concentrer pour résoudre des problématiques, des problèmes un peu spécifiques. Accessoirement, et là on est juste sur la partie ramollissement du cerveau, disparition de bataillons de neurones. Accessoirement, il y a un certain nombre d'enfants qui ne vont pas savoir que ChatGPT ou d'autres, ce n'est pas la vérité. C'est une représentation de la vérité qui est souvent en fait empreinte d'idéologie, on verra ça après, mais de toute façon, indépendamment de cela, ChatGPT, vous l'avez peut-être entendu, ne sait pas du tout ce qu'il raconte. On lui a envoyé par un processus un peu magique, des millions de documents qui lui ont permis d'être quasiment omniscient, mais sans le savoir, sans avoir conscience de son omniscience. Et ChatGPT, c'est un outil qui, en fonction de la chaîne de caractères, donc la question que vous lui posez, essaye de calculer quelle est la chaîne de caractères qui a le plus de probabilité de vous convenir. Mais il ne comprend rien à ce qu'il vous dit. Donc c'est pour ça que des fois en fait on peut lui faire dire des choses complètement absurdes. Lui, vous lui rentrez des suites de lettres de mots, il va vous sortir des suites de lettres de mots qui sont censées correspondre à ce que vous attendez, mais du point de vue avec un calcul de probabilité. Donc s'il se trompe, ChatGPT, et ça lui arrive de temps en temps, il ne sait pas qu'il se trompe puisqu'il ne sait même pas quand il a raison. Il ne pourrait même pas vous donner un degré de fiabilité de ce qu'il avance. Donc du coup, il y a un certain nombre d'enfants qui vont boire comme du petit lait ce que leur dira ChatGPT. Pas de regard critique. Et puis enfin, indépendamment des erreurs qu'il commet involontairement, ChatGPT, alors je dis il, involontairement comme si un logiciel avait une volonté. Mais ça n'est pas une démarche délibérée de ceux qui l'ont programmé, c'est juste consubstantiel à la façon dont il a été programmé. ChatGPT est empreint d'idéologie. Il y a un très grand nombre de sujets sur lesquels il n'a pas le droit de s'exprimer. Il y a un très grand nombre de sujets sur lesquels il n'a pas le droit de dire certaines choses. Donc vous avez dû entendre parler de Elon Musk qui critique ChatGPT parce qu'il est woke. Et effectivement, il est empreint des valeurs woke. Alors woke, on va pas faire de la politique là-dessus, mais ça va être, vous savez, tout un tas de minorités qui poussent leurs convictions et qui sont forcément par définition discutables, pas condamnables évidemment. Et ChatGPT est très effectivement woke. Alors c'est pas woke, il n'est pas que woke, en réalité il est plutôt empreint de l'idéologie des gens qui vont pour lesquels la vie va plutôt bien en Californie, donc qui est la Californie qui va en gros un peu de Los Angeles à San Francisco. Donc du coup, les convictions de cette majorité là, en fait, sont dans ChatGPT. Et il y a des choses qu'il refusera de vous dire. Il refusera même de vous dire, on pourrait penser un peu ça, et puis la vérité, elle est peut-être au milieu. Non. Il vous dira, on doit penser ça. Et ça n'est pas que ChatGPT, ce sont l'ensemble des chatbots qui s'appuient sur des technologies similaires à ChatGPT qui, in fine, sur un certain nombre de sujets limités, sont corrigés, sont orientés par une pensée idéologique. Donc forcément, les chatbots russes, les chatbots chinois ou des chatbots, je ne sais pas, plus libéraux ou plus conservateurs, je n'en sais rien, du coup, présenteront les choses d'une façon biaisée. Ce qui n'est pas si grave que ça, à condition qu'on en soit conscient. Évidemment, un des dangers, on en a entendu parler tout de suite, c'est qu'il y a des élèves étudiants qui demandent à ChatGPT de faire leurs devoirs à leur place, là où ils devraient demander de l'aide à ChatGPT. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'écueils et un certain nombre de conditions qu'il faut qu'ils soient réunis. Pourquoi ? Pour que ChatGPT ce soit vraiment un tuteur de rêve pour vos enfants. Alors je vais vous donner quelques conseils généraux, puis après on ira vraiment dans de la mise en pratique. Évidemment, pour que ChatGPT soit bien utilisé, il va falloir accompagner les enfants pour qu'ils l'utilisent bien. Alors là, je vous ai indiqué à apprendre à ses enfants, alors apprendre à ses enfants quand on est parent, aux enfants des autres quand on est enseignant, à bien l'utiliser. Donc il faut bien leur expliquer
son système de fonctionnement, les limites auxquelles j'ai fait référence, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, et puis il va falloir leur apprendre à prompter. Donc on va avoir à poser les questions d'une façon que ChatGPT puisse comprendre. Il faut les avertir contre les dangers, affaiblissement des capacités d'analyse, stratégie d'évitement, ce que j'appelle des stratégies d'évitement des exercices de réflexion. On a vite fait de demander à ChatGPT, surtout en fin de journée pour moi par exemple, de résoudre un problème que j'aurais pu résoudre moi-même, mais que je n'ai pas le courage parce que je suis fatigué, je suis un peu fainéant, etc. Un peu comme le syndrome Google Maps, quelque part. Les avertir contre donc du coup l'influence idéologique, l'influence culturelle étrangère, même s'il n'y a pas forcément de biais idéologique, chaque pays a sa propre façon de se représenter le monde et différents phénomènes. Et puis il faut les avertir contre les erreurs factuelles, dures, pures, de ChatGPT. Et accessoirement, si on n'a pas envie que leur cerveau se ramollisse, parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer leurs hard skills. Depuis les années 2015-2016, il y a un certain nombre de théoriciens ou de vendeurs de rêves autour de l'intelligence artificielle ou de conférenciers qui reprennent des idées, les idées qui traînent, qui expliquent que de toute façon, maintenant que l'intelligence artificielle va tout savoir faire mieux que nous, ce qui n'est pas vrai, et du coup, nous, on arrivera à maintenir notre valeur ajoutée dans le cadre de l'économie du monde du travail en particulier, qu'en développant des soft skills, donc des caractéristiques, des compétences qui ne pourraient pas être copiées par l'intelligence artificielle, comme la créativité, la capacité à développer des interactions, à emmener des équipes, par exemple, à motiver des équipes, ce qui seraient des choses que l'IA ne peut pas faire. En tout cas, qu'elle ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Et moi, je savais bien qu'à l'époque, c'était plus compliqué que ça. Par exemple, la créativité. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous sortir 10 idées pour une campagne publicitaire. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner 10 idées pour animer un atelier dans le cadre d'une formation. Et vous pouvez même lui demander de vous donner 10 idées complètement originales et inédites. Et vous lui dites, allez, vas-y, lâche-toi. Si c'est pas une forme de créativité, je vais pas te parler de créativité artistique, si c'est pas une forme de créativité, alors il faut m'arrêter. Les outils de génération d'images, ils seraient pas un petit peu créatifs quand vous leur demandez en fait une photo d'oiseau au-dessus de la tour Eiffel, ils sont capables de vous en sortir 150 avec des approches différentes. Et donc du coup, moi je pense qu'il faut développer ces soft skills certes, mais aussi ces hard skills. Les gens qui vont mieux s'en sortir à l'avenir, et moi je le vois déjà maintenant, ce sont ceux qui ont de très fortes compétences entre guillemets techniques. Alors technique, ça peut être scientifique, ça peut être littéraire, peu importe, ou en sciences humaines, peu importe, et qui utilisent l'intelligence artificielle, ChatGPT en particulier, comme levier pour aller plus vite, pour faire plus de choses, pour faire mieux un certain nombre de choses, mais pas pour tout déléguer et se faire remplacer par ChatGPT. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, mes enfants, je leur fais faire beaucoup de calculs mentaux. Alors c'est basique, je les entraîne à raisonner sur des choses un petit peu complexes. Je leur fais faire des exercices d'improvisation parce que de l'impro donc je leur donne par exemple des mots jaunes et je leur demande de me raconter une histoire. Ou oiseau. Et là, pour le coup, lorsqu'ils ont raconté leur histoire donc ils doivent improviser, sans préparation pendant un quart d'heure, leurs neurones, ils ont bien chauffé. Et évidemment, vous qui êtes dans l'enseignement, j'imagine que vous connaissez d'autres techniques. Donc du coup, important, si on veut que les cerveaux ne se ramollissent pas de nos enfants, continuer à leur apprendre des choses, à les encourager à réfléchir pour qu'il y ait un maximum de connexions, pas numériques, digitales, pas de neurones digitaux qui se créent, mais des neurones biologiques. Parce que moi, ma vision, c'est qu'il va y avoir 3 groupes d'enfants. Alors la proportion, j'en ai aucune idée. Il va y avoir les enfants qui seront aidés par l'intelligence artificielle, donc ils vont l'utiliser gentiment, puis du coup, ce sera un plus pour eux. Il va y avoir les enfants diminués, donc les enfants qui se laisseront abrutir et qui feront tout faire à ChatGPT et qui ne réfléchiront plus, donc qui vont devenir un petit peu bétos. Et puis, il y aura à l'inverse des enfants que moi j'appelle augmentés, des très bons élèves qui sauront éviter les pièges de ChatGPT et qui serviront de ChatGPT et des concurrents pour aller plus vite, pour apprendre plus vite des choses et pour compléter les savoir-faire qu'ils ont, qui sont forcément en nombre limité, par des savoir-faire qu'a ChatGPT. Et donc du coup, d'une certaine façon, ce seront peut-être des enfants multitâches.
qui géreront ChatGPT comme on gère une petite équipe de gens qui ont des compétences complémentaires de nous. Alors je vous parlais de prompt, donc vous connaissez l'interface de ChatGPT, il y a une petite boîte un petit peu comme dans Google quelque part, vous lui posez la question. Mais ayez en tête qu'il y a une autre façon d'accéder à ChatGPT, qui est le Playground, et qui permet à des professionnels, déjà depuis longtemps, depuis bien avant le lancement de ChatGPT, parce qu'en réalité je vous dis, accéder à ChatGPT, c'est accéder à la même technologie, et que l'on peut paramétrer de façon beaucoup plus fine. Donc lui poser une question et déterminer un certain nombre de paramètres pour orienter sa réponse, notamment par exemple quand on a besoin de lui faire rédiger des textes dans un sens ou dans un autre. Donc ça c'est l'art du prompt, c'est une vraie compétence à développer. Et poser une question, ça paraît simple, mais ou donner une instruction, ça paraît simple, mais quand on est en entreprise et que on demande quelque chose à soit à un collègue, soit à un subordonné, on sait qu'il faut expliquer d'une façon très spécifique, très précise les choses, parce que les gens n'ont pas le pouvoir, alors ni de divination, ni de télépathie. Donc du coup, il faut expliciter, préciser, structurer sa demande pour faire en sorte qu'à la fin, on ait exactement ce que l'on souhaitait. Et vous savez que en communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, entre les deux, il y a le message, et souvent, il y a du brouillage d'ondes. Avec ChatGPT, il y a un peu le même truc. Il faut bien exprimer sa pensée d'une façon qu'il puisse comprendre, sachant que avec le temps, il comprend les choses, son système de compréhension des choses en fait évolue, donc en plus il va falloir accompagner sa compréhension des choses et être plus ou moins spécifique. Donc la maîtrise du prompt, c'est un vrai truc. Alors je vais vous donner ce que j'ai appelé, à défaut de mieux, les bases de l'éducation augmentée, donc en gros plutôt des cas d'usage, des exemples d'utilisation de ChatGPT dans le cadre de l'enseignement. Premier exemple, c'est du vécu. Ma fille me demande au mois de septembre l'année dernière de l'aider à réaliser un exercice de SVT. Et l'intitulé, enfin la question qui lui était posée, c'est à partir de ce graphe-là, explique le pourquoi démontre que les muscles utilisent du glucose. Et le problème, c'est que le sujet n'avait pas du tout été vu en cours. Donc là, vous voyez, en fait, c'est un graphique en fait qui représente la concentration du glucose. Alors la teneur musculaire en glucose de réserve, donc le glucose dans les muscles, en phase d'effort physique, là en fait on voit quoi? On voit qu'il y a de moins en moins de glucose au fur et à mesure qu'on fait son effort, parce qu'en fait on consomme du glucose, et puis après une fois qu'on se repose, du coup la concentration de glucose remonte. Alors moi j'ai dû me concentrer un petit peu pour essayer de comprendre ce dont il retournait. Imaginons que je n'ai pas été là. Ma fille, clairement, parce qu'elle n'avait pas vu ça en cours de façon un peu superficielle, que pouvait-elle faire? Aller demander à ChatGPT, explique-moi, et puis là elle recopiait littéralement l'intitulé de la question qui était, de son exercice, comment utiliser un graphique intitulé teneur musculaire ou glucose de réserve pour démontrer que les muscles utilisent du glucose. Alors maintenant ChatGPT peut absorber, interpréter des images, mais à l'époque où on a réalisé cet exercice-là, il ne savait pas. Et pourtant, il a deviné ce qu'il y avait sur le graphique. Et il nous a donné la bonne réponse. Déjà, tu regardes les axes du graphique, ensuite tu observes les variations au fil du temps, et normalement, si le graphique montre une diminution de la quantité de glucose au fil du temps, cela suggère que le glucose est utilisé par les muscles. Il avait deviné, parce que ça doit être un exercice bateau. Identifier les moments de l'activité musculaire, comprendre les périodes de récupération. Donc en fait, il nous a expliqué ce que moi j'avais deviné et que j'avais expliqué à ma fille. Ceci étant, j'avais quand même un doute. Qu'est-ce que que signifie cette expression teneur musculaire en glucose de réserve? Moi, je ne l'ai jamais vu pendant mes études. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais je ne l'ai jamais vu. Donc du coup, on lui a demandé. La teneur musculaire en glucose de réserve fait référence à la quantité de glucose stockée dans les muscles sous forme de glycogène. Le glycogène est une forme de stockage, etc. Et la façon dont c'est formulé, c'est quand même un petit peu compliqué pour une élève de 5e de 12 ans. Donc du coup, que lui a-t-on demandé? Je suis une élève de 5e, réexplique-moi. Et là, il a utilisé des analogies, des images. Bien sûr, d'accord, imaginons que dans ton corps, il y a une sorte de réserve d'énergie spéciale dans tes muscles. Cette réserve est faite de quelque chose appelé le glycogène, qui est une forme de glucose. Le glucose, c'est comme le carburant que ton corps utilise pour faire
pour bouger et faire toutes sortes de choses. Quand tu cours, sautes, danses ou fais n'importe quelle activité physique, tes muscles ont besoin de beaucoup d'énergie. Ils vont puiser dans cette réserve de glycogène pour avoir assez d'énergie pour fonctionner. C'est un peu comme quand une voiture a besoin d'essence pour rouler. Et là, je me suis dit, ah, il est fort quand même, ChatGPT. Parce que pour expliquer moi-même, 10 minutes avant, ce à quoi servait le glucose, et moi j'utilise juste le terme glucose et pas glycogène, j'ai repris exactement cette image-là, celle de la voiture qui a besoin de carburant. Le sucre, c'est le carburant de ton corps. Voilà, il est capable de faire ça. Et je pense que si vous lui demandez d'expliquer la même chose à un enfant de 4 ans, il arriverait à trouver une solution. Je n'ai pas testé. Ma fille a résolu l'exercice avec mon aide, mais imaginons qu'elle ait moyennement compris. Et objectivement, elle n'était pas complètement à l'aise. Donc du coup, qu'est-ce que l'on peut demander aussi à ChatGPT? C'est de nous proposer d'autres exercices à réaliser sur la même thématique, le même type d'exercice. Donc ça peut être utile, par exemple, en particulier en cours de maths, où des fois il y a des raisonnements en fait qu'on nous expliquait dans le cadre d'un exercice corrigé, puis on a du mal vraiment à les intégrer. Et donc du coup, moi c'est ce que je faisais en prépa, je reprenais les annales pour essayer vraiment que ça rentre. Surtout quand j'avais du mal à comprendre le sous-jacent. Donc là, pareil, à l'époque, il ne savait pas faire de graphique. Je pense que maintenant, il doit savoir en faire. Il m'a proposé des exercices et il m'a posé des questions. Évidemment, j'ai les réponses. Je vais répondre à ces questions et il va être capable de me dire oui ou non en fonction des réponses que je lui aurais fournies. Peut-il m'expliquer comment fonctionne l'usage du glucose dans les muscles, parce qu'on avait mis en évidence que les muscles consommaient du glucose, mais la mécanique derrière, j'étais incapable de l'expliquer. Et bien lui, il est capable de me l'expliquer. Absorption du glucose, transport du glucose vers les cellules, stockage sous forme de glycogène, utilisation du glucose pendant l'exercice. Donc on peut lui demander des approfondissements. On peut lui demander aussi peut-être des éléments de méthode. Ma fille a eu ses premières dissertations à faire et j'avais du mal à la conseiller sur la structure, lui donner des conseils sur cet exercice de style-là. Et qu'à cela ne tienne, on peut demander à ChatGPT. Peux-tu rédiger un plan de dissertation type avec un exemple d'introduction? Et là, il me sort un plan d'introduction type et il illustre même avec un exemple l'impact de la révolution numérique dans l'éducation. Parce que vous savez que ChatGPT, il retient les conversations qu'on a eues antérieurement avec lui. J'ai dû lui poser des questions là-dessus, donc il a dû se dire ça va lui parler, ce sujet-là. Et vous aurez remarqué, c'est ce que j'ai entouré ici, c'est ce que j'ai stabiloté, que j'ai oublié un mot et que j'ai fait une grosse faute d'orthographe. Peux-tu rédiger non pas un plan de dissertation avec 2 S, mais peux-tu rédiger un plan dissertation SCE? Il est capable aussi d'interpréter des questions formulées de façon approximative. Et il va me donner aussi un exemple, là, vous voyez, par la suite d'introduction. Allons un petit peu plus loin là, parce que là on est sur soit des éléments de méthodologie, des exemples. Maintenant ce que je voudrais c'est de l'interaction. Moi j'aime bien les langues et j'étais très bon en allemand au sortir de mes études. Et puis ne pratiquant pas, petit à petit mes connaissances se sont émoussées. Donc du coup, je cherche j'ai testé différentes choses avec Internet pour essayer d'entretenir mon allemand, à défaut de le récupérer, le niveau que j'avais. Et là, ChatGPT, c'est un autre outil. Je suis en train de faire une tentative avec lui. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Je souhaite que tu me permettes d'apprendre l'allemand en tenant le rôle d'un habitant de Berlin. Tu vas me parler en allemand et lancer la conversation sur un sujet ordinaire afin que nous puissions avoir des échanges. Ça, c'est moi qui lui demande ça. Tu termineras tes réponses par des questions me permettant de rebondir. Pouvons-nous commencer? Vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque je vous expliquais qu'il fallait savoir bien formuler, il fallait savoir prompter ChatGPT. ChatGPT, si vous lui dites « Tiens, je voudrais avoir une conversation avec toi », il y a des chances qu'il sèche à la fin. Là, je lui ai dit « Tu es ça, tu joues tel rôle, tu vas me parler en allemand. Tu vas lancer la conversation sur un sujet et à chaque fois, entre parenthèses, pour qu'on n'arrête pas de discuter, qu'on continue de discuter, tu vas me poser une nouvelle question à la fin de chaque échange. Voilà. Et là, il me dit, bien sûr, je serais ravi de vous aider à apprendre l'allemand, je vois le rôle. Et il me dit, Guten Tag, wie geht es Ihnen heute?
Il me met même la traduction derrière, il est gentil. Hein. Alors il y a des profs d'allemand ou des profs de langue qui vont être horripilés par ça, hein, parce qu'ils disent non, il ne faut jamais traduire les choses. Moi j'aime bien quand on me traduit les choses, c'est comme ça que j'apprends. Mir geht es gut, donc je lui dis moi je vais bien, et toi? Mir geht es gut auch, danke. Il me traduit sa réponse. Was hast du heute vor? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire aujourd'hui? Alors je lui dis je travaille et je prépare un exposé en français pour mon travail. Je ne savais pas dire exposé en français, évidemment. Par la suite, il m'a traduit l'expression exposé en français. Maintenant, allons un peu plus loin, si on reste sur le sujet des langues. En allemand, vous savez qu'il y a des, enfin même en langue en général, quand on cherche à traduire une expression un peu technique ou un peu récente en particulier, on n'a pas forcément la même façon d'appréhender, de formuler des idées d'une langue à l'autre. Donc quand on veut traduire, des fois c'est un petit peu difficile, ça n'est pas de la traduction dite littérale, et notamment en allemand, enfin du français vers l'allemand. Et donc du coup ce que je lui ai demandé, c'est de me traduire comment mettre en place un programme de réduction de l'empreinte carbone en allemand. Alors, mettre en place un programme de réduction de l'empreinte carbone se traduit par ein Programm für Reduzierung der CO2 Fußabdruck einführen. Donc voilà, donc il m'a traduit la bonne chose, et je lui dis ouais mais parce que j'ai l'impression que c'était peut-être encore un peu trop littéral. Peux-tu me donner des traductions alternatives? Des fois, il n'y a pas qu'une traduction, des fois une traduction qui correspond à la façon dont on formulait les choses dans les années 90, 20 ans plus tard, ça a évolué, c'est la même chose, mais l'ancienne formulation n'est plus usitée, elle a été remplacée dans le langage par une autre, et donc du coup je voulais savoir un petit peu, je voulais le tester. Donc lui, il m'a donné, tiens, tu pourrais dire ein Programm für Verringerung, pour le rétrécissement, je ne sais pas, la réduction de l'empreinte carbone. Et puis il m'a donné 5 alternatives à la première traduction qu'il m'avait donnée. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Maintenant, en allemand, en espagnol et en français, par exemple, on a le problème des verbes irréguliers. Et souvent, on ne sait pas comment ils se conjuguent. Puis déjà, même les verbes des groupes, les verbes réguliers, des fois on a un peu de mal. Donc du coup, on peut lui demander comment conjugue-t-on le verbe essen en allemand au présent, au passé et au futur. On aurait pu aller chercher l'info dans Google, lui, il nous la donne juste avec une petite question. Et ça va plus vite. Voilà. Je ne comprends pas comment on construit une phrase en allemand. Vous savez, en fait, en allemand, l'ordre des mots, en fonction de leur fonction, justement, en fait, varie par rapport au français. Et donc, du coup, là, il m'explique les grands principes et je vais pouvoir lui demander des choses. Il me dit, voilà, l'ordre des mots, en général, c'est ça. Les cas, comme en latin, voilà, ils correspondent, voilà, il y en a 4 nominatifs, accusatifs, datifs, génitifs. La conjugaison des verbes, elle se fait de telle et telle façon. Et donc du coup, il peut nous aider aussi à aller sur des points un petit peu complexes liés à l'apprentissage de la langue. Et puis je vais lui demander, voilà, c'est ça. En allemand, j'ai toujours du mal en fait à savoir si comment on traduit une expression, il y a le déterminant de. Par exemple, les billes, je ne sais pas, les fleurs de maman, ou l'économie de subsistance. Et je sais qu'il y a différentes façons d'aborder les choses. Et je ne m'en souviens plus trop, et d'autant plus que je ne suis même pas sûr qu'il y ait une règle spécifique. Et je lui pose la question. En allemand, comment fait-on pour savoir comment traduire une expression française avec un mot et un déterminant comme les aléas de la vie ou la croissance de l'économie? Pour traduire des expressions françaises telles que les aléas de la vie ou la croissance de l'économie en allemand, vous devez généralement prendre en compte les éléments suivants. Déterminant et genre, traduction des mots-clés, structure de la phrase, choix des mots, contexte culturel. Pas mal quand même, hein. Je ne suis pas sûr que si j'avais posé la question à un prof d'allemand, il aurait traité le sujet de façon aussi systématique. Je souhaite que tu me permettes non, ça on a déjà vu pour le coup, pardon. Là, c'est l'étape supérieure. Là, on a vu que on pouvait utiliser ChatGPT pour répondre de façon ponctuelle à une question.
méthodologie, résolution d'exercices, on va dire approfondissement, j'allais dire scientifique, mais un petit peu de la théorie. On peut lui demander de discuter avec nous. Maintenant, pour les langues. Moi, l'exercice que j'ai imaginé de discuter, de lui demander de discuter, de se faire passer pour un habitant, pour un Berlinois, c'est un outil que j'ai imaginé, un exercice que j'ai imaginé qui est censé me permettre d'apprendre. Maintenant, je ne veux pas juste faire un exercice ou le faire intervenir de façon ponctuelle, je veux qu'il m'aide à structurer mon apprentissage. Et là, du coup, ce que j'ai le droit de lui demander, en lui donnant un contexte, c'est de me créer un programme sur mesure. Ça n'est pas une méthode qui fonctionne pour le coup à 100%, mais c'est assez important parce que ça passe de ChatGPT, on va dire source de connaissances, tuteur, à ChatGPT qui m'aide à devenir mon propre inventeur de mon parcours. Donc ça veut dire qu'il va potentiellement avec ChatGPT, on peut se substituer à la valeur ajoutée ou une partie de la valeur ajoutée qu'apporte soit un enseignant, soit une structure, un organisme de formation. Donc ça c'est assez intéressant. Donc je vais vous expliquer ce que je lui ai demandé. J'ai appris l'allemand à l'école et je souhaite que tu définisses un programme de remise à niveau sur 30 jours avec des leçons d'1 heure par jour. Donc du coup je veux discuter avec lui pendant 1 heure, enfin je veux qu'il m'apprenne des trucs pendant 1 heure. Si je te valide le programme, c'est toi qui joueras le rôle de professeur et tu commenceras la première leçon. Tu me présenteras le programme du premier jour, tu me donneras la première leçon, donc après qu'on a validé le programme, tu me donneras la première leçon comme si tu étais un professeur. Tu commenceras par m'expliquer un point qui figure au programme, tu vérifieras que j'ai compris tu vérifieras que j'ai compris en me posant la question directement, mais aussi en me faisant réaliser un test. Ensuite, tu me proposeras des exercices, tu m'indiqueras quand la leçon d'1 heure est terminée. Il faut bien lui dire, parce que lui, comme il ne comprend pas ce qu'il dit, il faut un petit peu le guider. Tu m'indiqueras quand la leçon d'1 heure est terminée, en me le disant clairement, et tu me donneras rendez-vous le jour suivant. Chaque jour, je me reconnecterai sur ce chat, donc sur le même fil de discussion, et je te demanderai de commencer la leçon suivante, numéro 2, numéro 3, etc. Tu me donneras la leçon en respectant le même process que celui de la première leçon, tu termineras la première leçon de la même manière que le premier jour, et tu me donneras rendez-vous pour la prochaine leçon. Tu recommenceras ainsi de suite jusqu'à la dernière leçon. À la fin, tu réaliseras une évaluation de mes acquis. Suivant la version de ChatGPT que vous avez, celle à laquelle j'ai accès quand j'enregistre cette vidéo, celle à laquelle vous aurez accès lorsque vous jouerez cette vidéo. Suivant que vous avez accès à ChatGPT en gratuit ou en version payante, vous savez, à 20 € ou quelque chose comme ça par mois, la qualité de sa réponse ne sera pas exactement la même. Et peut-être qu'il faudra que vous lui donniez des petits coups de fourchette pour lui dire « Oh, je t'ai donné des instructions, tu ne les suis pas ». Donc il faudra peut-être le recadrer. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il a bien voulu me donner le programme des 2 premiers jours et puis après il s'est arrêté, ce fainéant. Et j'ai dû du coup le réorienter, le remettre sur les bonnes rails. Donc là, ce que je vous explique, ça n'est pas quelque chose en fait qui fonctionne dans 100% des cas, mais c'est quand même une grosse évolution. Parce que vous allez pouvoir vous servir de ChatGPT ou d'autres pour créer vos propres programmes, vos propres parcours. Vous savez, je faisais référence en fait à des problèmes d'organisation. ChatGPT peut en partie nous aider à résoudre ça. Donc là, vous voyez le début du programme, j'aurais pu vous dire qu'il m'avait donné les 30 jours du programme. En réalité, non, ça ne marche pas complètement. Et en tout cas, pas avec la version à laquelle j'avais accès. Vous avez vu, j'ai été obligé de lui dire, le programme des 2 premiers jours me convient, je valide, mais donne-moi le programme des jours suivants. Et j'ai été obligé de l'embêter comme ça. Et ensuite, je peux lui demander, par exemple, alors c'est indépendamment de cet exercice-là, de cet exemple-là, on peut lui demander de façon bête de nous proposer des QCM d'entraînement aux examens. Alors là, pour le coup, en allemand, c'est assez facile, hein, puisque souvent les tests de langue se font sur des QCM. Voilà, c'est facile. Donc il nous donne en fait les QCM, puis il nous donne la réponse en même temps qu'il nous donne les questions. Puis on pourrait lui demander de nous donner les réponses seulement après. On peut lui demander aussi, vous savez, quand on passe des concours, des fois en fait faut se taper les annales et puis du coup s'entraîner pour apprendre comme un robot à répondre aux questions que l'on va nous poser, et puis on utilise les annales, ce qui a déjà été, les exercices qui ont déjà été demandés. Donc du coup on peut lui demander ça
On peut lui demander en fait de nous reproduire des annales pour nous permettre de nous entraîner, à condition que les annales ne soient pas sur copyright, qu'il n'y ait pas de droit de reproduction. Ce qui est le cas en fait de tests, sauf si je me trompe, comme le TOEIC ou le TOEFL, qui sont la propriété de sociétés. Alors voilà, ça va conclure en fait cette première vidéo où je voulais vous donner un certain nombre d'exemples très concrets avec les réponses pour vous prouver que ça fonctionnait de ChatGPT. Ça nous a permis un peu de dégrossir le sujet, peut-être de vous faire entrevoir quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. Dans une deuxième partie de cette vidéo, donc du coup il va falloir lancer la deuxième partie après la fin de cette vidéo, on va examiner de façon synthétique, donc on ne rentrera pas autant dans le détail que ce que l'on a fait dans les exemples précédents. On listera matière par matière, pour les principales matières en fait, les usages de ChatGPT, les questions qu'on peut lui poser, les contextes d'utilisation. Et ben, j'espère que cette première partie de la vidéo vous aura donné envie de découvrir la deuxième.